Bienvenue. Ici, nous ne parlons pas pour rassurer, nous parlons pour comprendre. Comprendre ce que les gens font quand ils pensent ne pas être observés, comprendre ce qu'ils disent pour masquer ce qu'ils veulent vraiment, comprendre pourquoi les schémas se répètent, et je dirais même les mêmes schémas, notamment en amour, en famille, au travail, dans les cercles de pouvoir. Dans cette série de podcasts, nous analysons la nature humaine sans phare et les comportements sociaux sans naïveté, et les dynamiques invisibles que peu osent nommer, mais que tout le monde subit. Ici, vous n'apprendrez pas comment être aimé, vous apprendrez comment le monde fonctionne réellement. Installez-vous, observez et surtout, écoutez avec lucidité. Alors, on va parler d'un sujet très intéressant. Nous allons passer en revue les travaux de Madame Anne Oakley, très intéressants ces travaux qui sont en lien avec la sociologie et notamment elle a écrit des ouvrages vraiment intéressants et je me suis dit que ce serait bien qu'on s'y penche un peu. Ça rentre dans la sphère aussi de tout ce qui est dynamique sociale, règles de pouvoir, tout ça en fait, à comprendre la psychologie du pouvoir, la nature humaine, tout ça. Donc je me suis dit que voilà, ce serait pertinent qu'on puisse aborder ça. Donc aujourd'hui le thème phare. On va parler de la femme traditionnelle, de belles images qui nous ont été vendues, notamment même sur les réseaux sociaux. Alors, ici, moi, je vais donc mettre en lumière, donc on va mettre en exergue les travaux de Madame Anne Oakley. J'ai ma propre opinion par rapport à ça. Opinion qui m'est subjective, donc voilà, donc ça ne fait pas l'unanimité. Vous n'êtes pas non plus obligé de partager mon point de vue. Alors pour moi, oui, être une femme au foyer, c'est très bien. Mais dépendre à 100% donc des revenus de son époux, c'est très dangereux. Là, moi, je parle en termes de stratégie parce que tout est incertain. Je le dis, voilà, parce que je sais que des fois, on pourrait vivre comme ça dans un monde de bisounours en pensant que voilà, l'homme avec qui je suis, on va mourir. C'est ce qu'on souhaite quand on se marie. C'est ce qu'on souhaite, c'est de vivre éternellement avec notre mari, le père de nos enfants. Mais cette vie est incertaine. Et on va même pas partir du principe que l'homme nous quitte ou qui nous trompe. Imaginons que voilà, un accident lui arrive, il tombe gravement malade. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Il tombe malade, ou bien il perd son emploi. Voilà, il y a plein d'accidents de la vie comme ça qui pourraient se présenter à nous. Il faut les accepter. On fait quoi ? Si on est une femme, on n'a pas eu cette habitude. Je dis pas que le fait de rester à la maison, d'être une femme au foyer, ce n'est pas du travail. Mais si dans notre curriculum vitae, il n'y a pas d'expérience professionnelle qui serait valorisée, même un diplôme qualifiant, ce sera très compliqué. Et donc là, ajouter à ça déjà de la situation qui est assez compliquée, on rajoute à ça la charge des enfants. Donc voilà, donc vous vendre comme ça du rêve sur les réseaux sociaux, j'entends bien, alors que ces mêmes femmes traditionnelles que vous voyez sur les réseaux sociaux, elles gagnent de l'argent déjà à travers leurs réseaux sociaux. Donc TikTok rémunère, YouTube rémunère, Instagram rémunère, tous les réseaux sociaux, quand vous voyez qu'une personne a une forte audience, une forte influence, il y a des partenariats qui se font, il y a également les publicités qui vont être générées par le contenu, ça ce sont des rémunérations. Et donc je comprends pas comment on peut se faire avoir comme ça une femme qui va nous montrer. Moi aussi je pourrais le faire, franchement, je pourrais vraiment le faire. Je me mets devant la caméra, je commence à faire. Je vous montre quand je fais des gâteaux avec ma fille d'ailleurs cet après-midi, vu que c'est mercredi, on va faire un gâteau tout à l'heure dès qu'elle rentre de l'école. Donc voilà, on peut aussi commencer à filmer comme ça. Et puis je vous dis oui. Alors j'ai aussi les petites robes. Vous voyez les petites robes là des femmes au foyer. Je me souviens, il y a pas très longtemps, j'ai fait un live avec la communauté. Je vous ai montré où est-ce que j'étais allée prendre des petites robes comme ça pour la maison. Donc voilà. Donc je mets vraiment la petite robe, petite paire avec des petites perles blanches, le collier avec des perles blanches, les boucles d'oreilles des perles blanches. Voilà, je suis là avec ma petite fille, Donc voilà, on est très complices avec ma princesse. On fait les gâteaux et puis en même temps, je vous dis voilà, soyez des femmes traditionnelles, tout en vous disant que oui, je peux faire ça. Mais en même temps, YouTube va rémunérer le temps de visionnage que les gens vont passer à regarder ce cadre. Voilà, la grande cuisine bien blanche, bien lumineuse. Voilà, tout est bien rangé, tout est... Et on vous dit, il faut être une femme traditionnelle. Alors qu'à l'époque, les vraies femmes traditionnelles n'avaient pas de revenus. Elles n'avaient pas TikTok qui les rémunérait. Elles n'avaient pas Instagram qui les rémunérait. Elles n'avaient pas YouTube qui les rémunérait. Donc ça, franchement, j'ai envie de vous dire... C'est bien beau de vendre tout ça, la vie traditionnelle, alors qu'elles sont rémunérées tous les mois des 5 000, des 10 000 euros.
Alors, vous parlez un peu, votre discours, il est un peu haineux. Non, non, parce que je suis sur les réseaux sociaux, donc je sais, je dois vous dire que les plateformes rémunèrent. Et donc vous dire que ce sont des femmes vraiment traditionnelles, si c'était réellement des femmes traditionnelles, alors pour moi, elles ne devraient même pas avoir des plateformes rémunérées. Ne pas faire rémunérer ni leur page Instagram, TikTok, YouTube, etc. Alors là, vraiment, on dirait que c'est la femme traditionnelle, donc c'est vraiment l'homme qui lui apporte les sous. Elle n'a même pas 5 euros qu'elle va gagner toute seule. Donc voilà, donc vous voyez, tout ça, ça ne tient pas. J'ai tellement d'éléments et d'arguments que je pourrais venir déposer pour contre-argumenter tout ce blablabla de la femme traditionnelle alors qu'elles sont rémunérées par les réseaux sociaux. J'ai envie de vous dire, faites très attention. Et c'est un discours que je ne changerai pas. Ça, pour celles qui me suivent depuis des années, voilà, il y a des choses que j'ai revues dans ma perception de la vie. On évolue, on apprend des nouvelles choses. Oui, il y a des choses que je ne reviendrai pas et puis voilà. Mais ça, je vais rester, je pense que il faudra vraiment beaucoup pour que je change de point de vue. La femme doit rester autonome sur le plan financier. Même si elle décide de rester à la maison, alors elle doit trouver donc une stratégie pour se faire de l'argent, pour avoir ne fût-ce que, allez, je donne un exemple, ne fût-ce que 200 euros ou 100 euros par mois. Donc, c'est à elle de voir selon ses besoins. Mais d'avoir au moins une petite somme et de ne pas dépendre de son homme pour avoir la crème, pour s'hydrater la peau, de dépendre de son homme, par exemple, si on a envie d'aller se coiffer, de dépendre de son homme si on a envie d'aller s'acheter un petit parfum, déodorant, des choses intimes. Non, d'avoir au moins le minimum pour pouvoir prendre soin de soi et sortir dehors étant présentable. Voilà. Alors avant même que je commence le sujet, ici je m'adresse aux personnes qui sont sur YouTube. En fait, c'est toujours quelque chose qui m'intrigue. Il y a des gens, je sais pas si vous buvez du whisky, si vous buvez la vodka, si vous buvez du Jupiler, je ne sais pas. Franchement, parce qu'il y a des gens vraiment, on doit vous interner. Je le dis tout le temps, il y a des gens, on doit vous interner. Vous allez sur la page d'une personne, le contenu vous dérange. Il faut partir. Est-ce que quand vous venez sur mon territoire, je vous dis oui, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker. Vous m'entendez, vous parlez comme ça dans mes vidéos? Jamais. Jamais. Une personne, elle est là, elle écoute, elle prend ce qu'elle a à apprendre et puis elle part. J'en ai mais rien à carrer de vos vies et de votre avis. Voilà. Parce que j'ai vu 2-3 produits absolument bloqués ce matin. Donc voilà. Donc et sachez aussi, vous le savez, je me prends un peu de haut, donc je vais jamais vous répondre. Donc je ne redescendrai pas à votre niveau. Parce que c'est ce qu'ils attendent, les gens, ils vous font un commentaire, ils attendent une réponse, et là ils vont dire « Waouh, regarde, je suis importante, elle m'a répondu. » Non, je ne vous répondrai jamais. D'ailleurs, très prochainement ici, j'ai communiqué avec une jeune là, une jeune, bon, elle est pas en Europe, elle vit dans un autre pays là, côté Amérique et tout. Je vais lui donner un peu certaines tâches à faire parce que voilà, moi je commence à avoir beaucoup de choses à faire et gérer YouTube et tout là, ça commence à me fatiguer. Donc voilà, d'ici là, vous allez voir que voilà, vous allez voir vos commentaires, on va vous répondre de temps en temps, vous faire des cœurs. Faut savoir que ce n'est pas moi qui vous répondrai, mais elle aura en fait vraiment, comment on va dire, un comportement, donc une forme de charte à respecter, de ne jamais répondre aux gens qui doivent être internés. Voilà, vous buvez du whisky et de la vodka, moi je peux rien faire pour vous. Voilà, clairement, parce qu'une personne qui est bien constituée et saine d'esprit, elle passe son chemin. Mais elle va pas passer son temps à écouter 20 podcasts d'une personne qu'elle n'aime pas. Non, ça prend, il y a un problème. Non, vraiment, il y en a, vous avez vraiment un problème. On regarde vos vies aussi, voilà. Il y a rien d'élogieux, il y a rien qu'on peut applaudir, il y a rien d'exemplaire aussi dans vos vies. Donc voilà, quittez mon territoire, c'est tout ce que je vous demande. Si vous attendez en faisant un commentaire que vous allez avoir une réponse, je ne vous répondrai jamais. Je ne descendrai jamais de mon trône pour aller dans le caniveau, d'accord? Voilà, donc le message étant passé, on va commencer donc le vif du sujet. Ben oui, quand les gens vous titillent comme ça, oui, parce qu'ils pensent que quand ils écrivent comme ça, nous on va répondre. Non, on ne répond pas, d'accord? Voilà, on va commencer donc le sujet. Je vous ai dit, donc j'ai fait un lapsus, j'ai réécouté mon podcast d'hier, où je vous parlais justement de la sociologue Anne Oakley. Je pense que j'ai dit dans les années 40, non, c'est complètement faux. C'est entre les années 50 et 70, voilà. C'est plutôt dans ces années-là qu'elle a fait un peu son étude, et son ouvrage est sorti en 1974, voilà. Donc elle a sorti cet ouvrage en anglais qui est intitulé The Housewife, voilà, la femme au foyer. Et donc voilà, elle décortique vraiment des choses très intéressantes. Et voilà, et si on le sait, peut-être que votre maman est de cette génération-là. Dans les années 70, Madame Oakley, elle a profondément bouleversé la manière dont les sociétés occidentales regardaient la femme au foyer. À une époque où l'image dominante présentait encore la femme mariée comme naturellement épanouie dans la sphère domestique, notamment en étant une femme
dévouée, une épouse dévouée, mère accomplie, gardienne silencieuse du foyer, celle qui part intercéder pour la famille. Madame Oakley, elle a entrepris un travail sociologique très intéressant et je dirais même décisif. Écouter concrètement les femmes elles-mêmes, comprendre leur quotidien réel, leurs émotions, leurs frustrations invisibles et les mécanismes sociaux qui structuraient leur existence. Son travail est fondamental parce qu'il révèle une chose essentielle. Derrière l'idéal romantique du foyer traditionnel se cachait souvent une organisation sociale profondément asymétrique dans laquelle de nombreuses femmes vivaient une solitude qui était très intense. Et on parlera même de solitude psychologique, d'ailleurs, que je vais un peu mettre en exergue dans mon enseignement. Et donc vous comprendrez pourquoi je mets ça en lumière, parce que c'est quelque chose qu'on tait un peu. C'est un peu tabou, mais il y a une forme, en fait, de solitude psychologique quand on est une femme au foyer. Donc, alors, il faut dire que l'expérience n'est pas unanime, ce ne sont pas toutes les femmes qui se sentent comme ça, mais on a regardé dans les proportions, dans les statistiques, qu'il y avait un grand nombre. Donc le nombre était assez élevé par rapport au fait que les femmes se sentent bien. Beaucoup avaient en fait ressentaient une forme de solitude interne. Donc en parlant de la solitude psychologique, on va aussi mettre en exergue la dépendance économique. Ça ici, il faut vraiment que je pointe dessus. Vous savez, ma vocation aussi là de défendre ça là. Voilà, pour moi c'est important que la femme reste autonome sur le plan financier, parce que voilà, en tant que femme au foyer dans ces années-là, c'était une dépendance économique, mais dans tous les plans. Voilà, ce n'est pas comme la femme traditionnelle qui vous crée du contenu, mais tous les mois elle est rémunérée par TikTok, par Instagram et par YouTube. Non, elle n'avait pas tout ça, donc elle n'avait même pas un centime. D'accord ? Voilà, et aussi on va parler du fait que ces femmes au foyer se sentaient invisibles en fait dans la société, dû à leur identité de mère au foyer. Donc c'est un peu tous ces éléments qu'on va décortiquer tout au long de cet enseignement. Alors il faut savoir que déjà pour comprendre les analyses de Madame Oakley, il faut d'abord comprendre le contexte historique de l'époque. Donc dans les années, j'ai dit 50, 70, parce que c'est plutôt vers ces années-là qu'elle a écrit son ouvrage, en 74 qui est sorti. Alors voilà, donc dans cette période-là, je n'étais pas encore née. Après la Seconde Guerre mondiale, dans de nombreux pays occidentaux, notamment comme l'Angleterre ou les États-Unis, la société reconstruit un modèle familial extrêmement normatif. Et en quoi est-ce qu'il consistait donc cette nouvelle cellule familiale, le modèle qu'il fallait suivre, c'était que l'homme devait aller travailler à l'extérieur et la femme devait rester au foyer. L'homme, il apportait l'argent, notamment les revenus, et la femme entretenait la maison. Et donc, la maternité deviendra donc le centre de l'identité féminine. Donc, on reste à la maison, on s'occupe des enfants, et on fait beaucoup d'enfants, et on s'occupe de la maison. Voilà. Et donc, ce modèle que je viens d'énumérer comme ça, il était présenté comme étant naturel, moral, ah oui, vraiment. Alors, pour ceux qui étaient aussi religieux, on rajoutait aussi cet aspect religieux, et même psychologiquement idéal, parce qu'on disait que c'était bon psychologiquement pour la femme. Les médias, les magazines féminins, les publicités et certaines institutions valorisaient massivement la figure de la parfaite femme au foyer. On montre des femmes élégantes, souriant dans des cuisines impeccables, très lumineuses, heureuses de laver, de faire le linge, de cuisiner, de repasser. D'ailleurs, en parlant de repassage, s'il y a bien une tâche que je n'aime pas, que j'exècre, c'est le repassage, voilà. Alors voilà, me demander de repasser une pile de vêtements en faisant un grand sourire, non franchement, non, là ça ne va pas le faire. Ah oui, là on repassait avec grande joie, on cuisinait, on cirait le sol avec un grand sourire, parce que voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on aimait, et aussi, il faut rajouter, s'occuper des enfants. Je ne vous parle pas de un enfant, de 2 enfants. Des 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et plus. Voilà. Donc déjà, moi j'en ai 2, donc des fois j'ai mes nerfs qui tirent, alors 8 enfants, s'il vous plaît. Voilà. Mais donc ça, en fait, c'était vraiment valorisé. Et donc, la maison devient presque une scène théâtrale de féminité. Mais la sociologie révèle souvent que les représentations officielles cherchent à masquer. Est-ce que c'est ça que j'aime bien dans la sociologie ? Parce que on veut nous faire croire quelque chose, mais dans les faits, quand on étudie vraiment ce qui se passe, ce n'est pas vraiment ça. Et voilà pourquoi c'est intéressant. Et voilà pourquoi Madame Oakley va nous ouvrir les yeux, va nous permettre d'être lucide par rapport en fait à ce rêve qu'on nous vend d'être une
femme traditionnelle au foyer et de dépendre à 100% de son homme, parce que c'est vraiment ça, hein, la femme traditionnelle de l'époque. Alors déjà, ce que Madame Oakley va découvrir, c'est très intéressant. Elle découvrira que beaucoup de femmes étaient profondément isolées. Dans ses recherches, quand elle va faire justement le travail, elle va donc décortiquer ce travail qui consiste à voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans le travail quotidien domestique de la femme et de la maternité, elle va montrer que la réalité quotidienne des femmes au foyer était souvent très éloignée du discours idyllique dominant. Beaucoup de femmes vivaient certaines choses peut-être qui vous feront écho, peut-être que autour de vous, vous avez peut-être eu à entendre ce type d'histoire. Une femme au foyer, elle était susceptible de ressentir un isolement social considérable. Parce que le travail, disons que quand on a des activités, je donne un exemple, vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous avez votre petit business de vente de sacs, de chaussures, de bijoux, ou bien imaginons que vous n'êtes pas entrepreneur, donc auto-entrepreneur, vous êtes peut-être une salariée, donc voilà, vous partez tous les jours au bureau ou quoi. Ça crée, vous avez quand même en dehors de votre vie familiale, vous avez une vie en fait où ça vous permettra au quotidien d'être en interaction avec d'autres personnes. Alors qu'une femme qui est au foyer, vraiment disons-le, elle peut se sentir un peu isolée socialement. Alors imaginons qu'elle vit, imaginons que sa famille est peut-être à Lubumbashi, je vais donner mon cas, toute sa famille est à Lubumbashi, et elle se retrouve en Suisse. Voilà, regardez. Elle se trouve à des milliers de kilomètres de sa famille, alors que tous ses tantes, ses cousines sont soit à Lubumbashi ou à Likasi, etc. Donc, sa famille est dispersée comme ça en Afrique. Ils sont dans une zone du Katanga, mais elle est de l'autre côté. Elle ne voit personne. Et en plus, elle est mère au foyer. Donc, elle n'a même pas cette opportunité de dire, voilà, je vais sortir, je vais aller faire un petit tour chez ma tante, je vais rester avec mes cousines, on va parler un peu avec mes cousins. Et donc, il y a la famille autour, on se sent pas isolé. Mais là, vous êtes à des milliers de kilomètres. Donc, vous ne travaillez pas, et en plus, ajoutez à cela, vous n'avez pas votre famille autour de vous. Donc, il sera un peu de votre devoir, donc, de forcer les choses, de sortir et commencer à vous créer, donc, des amitiés, des relations autour. Alors oui, si peut-être vous appartenez à une communauté religieuse, alors oui, vous aurez peut-être plus de chances de rencontrer des nouvelles personnes. Mais prenons l'hypothèse que même si vous partez dans vos lieux de culte, c'est pas avec tout le monde que vous allez faire ami-ami, comme si c'était les membres de la famille. Donc ça aussi, voilà, on peut voir que le fait aussi d'être une femme au foyer, on dit pas que c'est toujours ça, mais d'après les travaux de Madame Oakley, c'est que la femme pouvait vraiment se sentir isolée socialement. Il y a également, on va le parler, de la monotonie des tâches. Donc tous les jours, on sait que voilà, il faut aller récurer la toilette. Il faut tourner encore nous ici, il faut tourner la machine à laver. Il faut tourner le lave-vaisselle. Voilà, donc il y a toujours ces mêmes tâches. Aller faire le lit, changer les lits, changer les draps, faire ceci, faire cela. En fait, les tâches sont très répétitives. Ensuite, il y a aussi la fatigue psychologique silencieuse qu'on tait. Gérer une maisonnée, toute une maisonnée, mais vraiment de A à Z. Ici, on ne dit pas qu'on appelle une femme de ménage 1-2 fois semaine. Non, vous faites tout toute seule. Donc, il n'y a pas de femme de ménage qui va venir un peu vous aider. Peut-être vous allez faire le premier étage et elle fait le bas. Non. C'est que vous devez tout faire. La salle de bain, les toilettes, le living, il faut tout faire. Ça aussi, en fait, c'est une fatigue. Faire constamment aussi les tâches ménagères, même si on aime beaucoup faire le ménage, mais faire ça tous les jours, comme ça, c'est fatigant. Alors oui, je ne dis pas que toutes les femmes au foyer qui sont à la maison, tous les jours, elles font le ménage. Mais disons-le que, regardez votre semaine, souvent, les tâches sont un peu répétitives. Ensuite, il y a aussi, il faut le dire, des fois une absence de reconnaissance. On aimerait bien que voilà, tous les jours on nous célèbre. Waouh, vous avez nettoyé toute la cuisine, regardez, la cuisine brille. Non, tout le monde va pas vous jeter des fleurs comme ça. Vos enfants vont rentrer comme si de rien n'était, ils vont encore faire des tâches partout, mettre des biscuits partout. Donc au final, quand on regarde bien, il n'y a pas une reconnaissance grandiloquente en se disant ça c'est vraiment quelque chose de beau, on va célébrer ça, on va fêter, on va faire sauter le champagne. Non, il y a aussi un sentiment d'effacement identitaire parce que quand on va vous demander vous faites quoi dans la vie, on n'aurait pas peut-être la fierté de dire tiens, je suis infirmière ou je suis étudiante en psychologie ou je suis je suis en reconversion. Enfin, vous n'aurez pas envie de montrer que vous avez une vie. Il y en a qui vont se sentir, je dis bien, ce n'est pas toutes les femmes qui se percevront comme ça, mais certaines femmes vont se sentir un peu comme si elles n'avaient plus d'identité propre et que leur identité, en fait, se résumait uniquement à être qu'une femme au foyer.
il y a quelques semaines de cela, j'avais fait un post où c'était un post un peu pour vous encourager à bien gérer votre temps, parce que voilà, vous êtes des femmes en ascension, vous avez des vies occupées, faites attention, hein. Donc j'ai cité quelques métiers, hein, voilà, parce que ce sont des métiers qui reviennent souvent dans ma communauté, donc j'ai mis ça un peu en lumière. Et j'ai une dame qui m'a écrit en commentaire en me disant oui, mais moi je ne suis qu'une femme au foyer. Je suis allée lui répondre. Je lui ai dit, j'ai beaucoup de respect pour les femmes au foyer et vous devriez être fiers d'être une femme au foyer. Toutes les femmes ne peuvent pas être des femmes au foyer, mais c'est pas qu'on va regarder de haut celles qui sont des mères au foyer. D'accord ? Parce que c'est aussi une position qu'il faut féliciter. Personnellement, moi, je n'ai pas la carrure pour être tout le temps à la maison et faire tous ces trucs-là. Et j'ai beaucoup de respect pour celles qui peuvent vraiment le faire. Et voilà, donc tout le monde en fait a sa vocation. Il y a des femmes qui vont préférer avoir des activités, des entreprises, gérer des choses et avoir un peu cette cassure avec la maison et les enfants. Et d'autres non, elles sont des femmes très dévouées et pour elles c'est vraiment leur foyer, leurs enfants. Eh ben, tant mieux pour vous en fait, vous voyez. Et donc son commentaire m'avait vraiment touchée parce qu'elle a dit « Je ne suis qu'une femme au foyer ». Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont dire « Mais ça c'est des détails et vous savez, je suis assez pointilleuse par rapport aux mots. » Mais quand une personne dit « Je ne suis que » une femme au foyer, parce que c'était vraiment ce qu'elle avait écrit, et nous autres ici, moi je ne suis qu'une femme au foyer, je me suis sentie un peu légitime d'aller lui répondre qu'elle ne devait pas en fait se sous-estimer en se réduisant uniquement que je suis qu'une femme au foyer. Non. C'est quelque chose dont vous devez être fier. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est d'être fier. Il y a des femmes qui sont fières d'être infirmières. Il y a des femmes qui sont fières d'être comment on appelle ça ? Des femmes qui nettoient, par exemple, à l'hôpital ou à l'hôtel ou quoi. Elles sont fières de nettoyer. Ben vous aussi, vous devez être fiers d'être des femmes au foyer. Donc vous devez pas vous réduire en disant je ne suis qu'une femme au foyer. Vous voyez ? Donc c'est plein de petites choses. Et vous voyez, ça c'était un commentaire vraiment pour celles qui ont vu. Hein, de toute façon, c'est un post que j'ai enlevé. Mais pour celles qui avaient vu le commentaire de cette femme hein, qui m'avait écrit sous un post que j'ai fait il y a 3-4 semaines, mais j'ai enlevé dans l'espace communauté, en tout cas sur YouTube. J'ai vu que beaucoup avaient liké comment je lui avais répondu. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est dans des petites réponses comme ça que, inconsciemment, vous pouvez renvoyer l'image que vous n'êtes pas fière d'être une femme au foyer. Que vous soyez avocate, médecin, infirmière, en fait, les femmes doivent se sentir libres d'être ce qu'elles veulent. Moi, pour ma part, je ne veux pas m'identifier juste à une femme au foyer. Je parle pour moi, c'est très subjectif. Et d'autres, elles ne veulent pas de stress, elles ne veulent pas de challenge, de défi. Le monde professionnel pour elles, c'est trop dark. Elles se disent non, moi je vais être dévouée pour mes enfants et ma famille, ma maisonnée. Vous êtes également à célébrer. Et si moi je mets juste en lumière ce que les travaux de Madame Oakley démontrent, et je vous partage aussi mon point de vue. Je n'étais pas obligée. D'ailleurs, sachez que je ne m'étends même pas sur mon point de vue parce que ce n'est pas vraiment ça le plus important. Donc ici, on est en train de mettre en lumière un peu comment les choses avaient été vues et perçues et cachées. Notamment parce que les femmes n'osaient pas dire ça, qu'elles se sentaient effacées sur le plan identitaire. Donc, votre vie, c'est juste que je suis une femme au foyer. Donc, il n'y avait même pas cette fierté de dire que je suis une femme au foyer. Vous voyez un peu toute la nuance. Et donc, le foyer, à l'époque, était présenté extérieurement comme un espace de confort et de sécurité, mais ça pouvait devenir intérieurement, notamment pour ces femmes au foyer, un espace d'enfermement psychologique. Et certaines femmes passaient leur journée presque entièrement seules à faire du ménage, la cuisine, la lessive, les soins aux enfants, les tâches répétitives sans fin, peu de stimulation intellectuelle. Alors moi qui aime être autant stimulée intellectuellement, imaginez-moi faire que ça. Et je sais pas, hein, franchement pour moi, je pense que là c'est une façon de me mettre vraiment KO. Mais voilà, donc certaines femmes, et c'est ce que j'allais vous dire, voilà pourquoi je vous avais fait le podcast sur le fait d'être une neuroatypique et neurodivergente. Alors imaginez que vous êtes une femme neurodivergente et vous vous retrouvez comme ça, mère au foyer, à gérer peut-être 6 enfants et vous n'avez aucune stimulation intellectuelle. Ça peut vous effacer parce que cela ne correspond pas à votre archétype, cela ne correspond pas à votre psychologie en fait, intellectuelle. Non, je pourrais dire de votre interne. Donc voilà, votre cerveau. Vous avez un cerveau qui a besoin d'être stimulé, vous avez besoin d'être nourri intellectuellement et là vous vous sentez à faire des choses redondantes, des choses répétitives. Il y a de quoi aussi de péter un plomb, disons-le comme ça. Et ajouter au fait qu'on n'est pas stimulé intellectuellement, notamment si, et je suis certaine que dans ces femmes au foyer, il y avait beaucoup qui étaient des neurodivergentes, donc c'était des femmes qui vous faire plein de choses, qui avaient même un QI intellectuel très élevé,
Mais là, elles vont s'enfermer comme ça intellectuellement à faire uniquement les mêmes choses. Et ajouter à cela, parce que ça aussi c'est indéniable et il faut le soulever, le fait qu'on ne les reconnaissait pas sur le plan social. Donc il n'y avait pas une reconnaissance sociale du fait que vous étiez des femmes au foyer. Et ce travail, notamment, n'était pas considéré comme un vrai travail. Et ça, c'est un point central, en fait, qui est repris par Madame Oakley dans son ouvrage. Elle explique que le travail domestique était invisible parce qu'il était naturalisé. En fait, on considérait que les femmes faisaient cela naturellement, presque biologiquement. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me sidère. Donc là aussi, je vais vous partager un peu mon point de vue. Pourquoi penser que nettoyer la maison, ça fait partie du naturel d'une femme ? Pourquoi penser que être une mère, ça fait partie du naturel d'une femme ? Il y a des mamans actuelles qui sont de très mauvaises mères. Vous voyez, il y a des sujets que je n'aime pas aborder parce que, ça ne rentre pas trop dans ma ligne éditoriale. Et deux, parce que je sais que ça va créer beaucoup d'engouement dans les commentaires et je n'ai pas trop envie de ça. Voilà pourquoi j'apporte beaucoup de sujets un peu plus intellect et froids. Mais si je dois aborder également ce thème, je sais qu'il y aura beaucoup d'engouement dans les commentaires. Il y a des mamans qui sont de très mauvaises mamans. Donc dire que prendre soin de la maison, être une mère, que ça fait partie de nos gènes et que c'est biologique, j'ai envie de contre-argumenter cet élément. C'est complètement faux. Je parle pour moi, j'attendais d'être maman et j'aime le rôle d'être mère. Mais d'autres femmes ne pourront pas parler comme moi. Ça, je parle pour moi, c'est très subjectif, c'est mon expérience. Mais il y a des mamans, actuellement, vous pouvez même retrouver ça sur TikTok, qui font des petits reels comme ça. Moi, j'ai vu, parce qu'il y a 2-3 chaînes américaines que je regarde et c'est là que je vois un peu ce qui se passe sur TikTok et je rigole parce que voilà, je n'ai pas de compte TikTok. Et elles mettent en fait en lumière comment les femmes viennent devant la caméra, elles pleurent, elles disent « Moi je hais la maternité, je n'aime pas être maman ». Étant une femme, je ne peux pas les blâmer. Parce que je sais à quel point ça demande une grande charge mentale. Et moi je pense que mon esprit est plus ou moins équilibré parce que j'ai une bonne relation avec ma maman et j'ai une bonne relation avec ma belle-mère. Donc ce sont en fait mes deux piliers sur le plan mental qui peuvent m'aider. Et ajouter à ça aussi avec ma sœur. Donc quand j'ai besoin de souffler et que j'ai besoin de me déconnecter un peu de mes enfants et de prendre du temps pour moi, notamment ma période ici que j'ai passé 2 semaines à étudier, etc., c'est la famille qui a pris le relais. Mais imaginons que j'étais seule. J'ai pas de maman, j'ai pas de sœur, j'ai pas de belle-mère, ça va être compliqué. Mais quand on a un entourage comme ça féminin de 3, 4, 5 personnes, on peut s'encourager, elles vont vous envoyer de la force. Je vous parle d'un entourage sain. Elles vont vous envoyer de la force. Quand vous êtes fatigué, elles peuvent prendre le relais, garder les enfants, aller faire un tour avec eux, elles peuvent le faire. Mais quand vous vous retrouvez seul, peut-être que si j'étais seule, j'allais péter un plomb. J'allais peut-être pas vous parler comme je vous parle maintenant. Donc vous voyez que chaque femme a son expérience. Et voilà pourquoi je comprends que dans nos traditions, là je vais faire encore un lien, vous savez moi, quand je suis partie dans mes pensées, j'ai une pensée en arborescence. Mais voilà pourquoi en Afrique à l'époque, il y a des années cela, on restait tout le temps en communauté, en famille. Parce qu'en fait, quand une femme accouchait, on pouvait compter sur les tantes, sur les oncles, sur la sœur, mais de nos jours, les gens sont très individualistes, donc chacun est dans son foyer, on ne veut pas de perverses narcissiques, on ne veut pas des gens qui vont venir mettre le trouble, donc on reste dans notre coin avec les enfants, mais il y a personne pour nous apporter, nous alléger mentalement, il y a personne aussi pour nous envoyer de la force aussi, parce qu'en tant que femme, des fois on a besoin qu'une autre femme nous dise non, ça va aller, t'inquiète pas, je suis passée par là, ça va passer. Je donne l'exemple, il y a une semaine, c'était la semaine dernière, c'était le jour où j'étudiais pas et j'ai mon beau-père, donc le père de mon mari qui est venu à la maison pour aider mon mari pour certaines tâches dans le jardin et donc il discutait, etc. Et donc au moment où on s'est mis à table pour manger, il me regarde, et il voit que je suis épuisée. Je dis ouais, je suis vraiment fatiguée. Et il m'a envoyé de la force, il m'a dit ça va passer. Tu verras, ils vont grandir. Là, c'est l'âge un peu difficile parce qu'ils sont encore petits, mais t'inquiète pas, ça va passer. Et je t'assure que t'auras beaucoup plus de temps pour toi. Le fait juste que mon beau-père me parle comme ça, en quelques secondes, j'ai repris un peu d'énergie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en tant que maman, ce n'est pas facile. D'accord ? Donc moi j'entends bien quand je vois des femmes qui vont commencer à pleurer et dire j'en ai marre, je déteste être une maman. Des fois c'est juste un peu le fait qu'elles se sentent débordées, des fois elles n'ont pas le soutien adéquat, elles n'ont pas les personnes qui vont leur envoyer de la force, qui vont les motiver, qui vont leur apporter de l'amour, qui vont les soutenir, qui vont peut-être prendre les enfants pendant un jour, toute une journée ou 2 jours pour s'en occuper et qu'elles puissent aller faire ce soin, aller au spa, etc. Moi je peux me permettre de faire ça si je veux. Mais maintenant, voilà, j'appelle ma maman, je demande son programme, maman, quel jour t'es dispo, etc. On peut s'arranger. Je vais déposer les enfants et je vais me faire un spa. Ou bien je peux aussi appeler ma sœur, si ma sœur elle est dispo, elle garde les enfants et je vais faire un petit tour, je me aère l'esprit.
Je peux me permettre de faire ça, mais d'autres, elles ne peuvent pas. Elles n'ont ni leur maman, ni leur belle-mère, ni leur sœur, ni leur cousine, ni leur tante. Elles sont seules. Alors oui, elles vont péter un plomb. Donc dire qu'une femme, c'est biologiquement naturel chez nous de prendre soin de la maison et de s'occuper des enfants, mais je vous assure, c'est vraiment quelqu'un qui, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas l'expérience pour dire ça. Et si vous allez voir, souvent, ce sont même des hommes qui vont dire ça, oui, mais c'est naturel chez vous. Non, ça n'a rien de naturel. Ça n'a rien de naturel. Des fois, on se lève, on a juste envie que les gens nous laissent tranquilles. Moi, il y a des jours, je vous ai déjà dit, je n'aime même pas recevoir un appel. Je ne veux même pas qu'on m'écrive. Oh, mais vous rêvez comme ça du mauvais pied? Non, parce que je suis en train de réfléchir à plein de choses. Je réfléchis à ma semaine, etc. On va pas venir m'enquiquiner. Donc, ça n'a rien de naturel. Et en plus, rajouter à ça, vous n'êtes même pas valorisé symboliquement. Donc, c'est un travail colossal d'être une mère au foyer. Et en plus de ça, on n'est même pas valorisé symboliquement. Hein, voilà. Donc, et quand je dis c'est pas valorisé symboliquement, être mère au foyer aussi, on va pas vous rémunérer. Combien d'hommes, alors là, c'est vraiment une question rhétorique, hein, combien d'hommes, lorsque leur femme est une femme au foyer, leur donnent par exemple une enveloppe de 700 euros, de 800 euros? Combien de nos jours? Alors, il faut être avec un homme qui a vraiment les bons moyens, qui a un très bon travail et qui peut se permettre de vous donner une enveloppe de 700 euros, 800 euros, 1000 euros par mois. Donc, ça vous fait quand même un salaire. Hein. Je dis minimum 700, 800, 1000 euros, même 1005. Allez, soyons gentils. 2000 euros qu'ils vous donnent en tant que mère au foyer. Ben, c'est comme si vous alliez au bureau. Mais combien de femmes peuvent se permettre d'avoir ce luxe, d'avoir tous les mois 2000 euros donnés cash par son mari? Le mari n'est ni médecin, ni avocat, ni consultant, ni je ne sais quoi. Donc, il pourra pas nous donner cette enveloppe-là. Vous comprenez? Donc, ça aussi, ou bien même un grand chef d'entreprise. Donc, ce sont des femmes un peu qui sont laissées à elles-mêmes. Elles n'ont pas aussi un salaire donné par cet homme, parce qu'en plus, voilà, c'est aussi une façon de vous exploiter. Hein. Vous faites tout ce travail. En plus, financièrement, il n'y a pas un retour sur investissement. Enfin, voilà, ça, c'est mon côté financier qui ressort. Mais voilà, donc, ce n'est même pas rémunéré. Donc tout ça, en plus, ce n'est ni célébré, hein, ni avantageux, et en plus, ce n'est pas rémunéré économiquement. Ben, ça peut vous mettre aussi dans des situations très, très compliquées, et disons-le, ce n'est ni reconnu institutionnellement. Quand vous remplissez les papiers, allez, là, je vais aller très loin. Vous allez à la commune ou quoi, quand vous devez remplir des papiers, on vous demande ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà vu un moment où on vous demande de cocher femme au foyer? On va vous mettre quoi? Je pense que la dénomination vous dira sans emploi. Femme au foyer, ce n'est pas reconnu hein, dans les institutions. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez cocher, on vous demande est-ce que vous êtes salarié, entrepreneur, étudiant. Moi, j'ai déjà vu, hein, mais on mettra jamais femme au foyer que vous pouvez cocher. Donc, quand vous êtes femme au foyer, ben, c'est synonyme de sans emploi. Donc, vous voyez que même sur le plan de l'institution, ce n'est pas reconnu. Alors, le paradoxe du foyer, je vais m'arrêter là parce que on dirait que je vais dégoûter certaines jeunes femmes à être mère au foyer. J'ai dit chaque femme fait ce qu'elle veut. Vous voulez être femme au foyer, c'est votre vocation, c'est votre but. Et moi, je vous dis, je respecte beaucoup les femmes qui ont vraiment ce cœur, en fait, de prendre le foyer, la vie familiale et de mettre ça au centre de leur vie. Vous êtes à célébrer. Pour ma part, je parle pour moi, c'est très subjectif, et d'autres peut-être se reconnaîtront dans mon discours, ce n'est pas pour nous. Nous, on veut faire plein de choses, on veut sortir, on veut voyager, on veut travailler, on veut faire d'autres choses, on veut faire du business. Voilà, on veut un peu se déconnecter du monde, de la maison et des enfants. Et ça veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Voilà, j'aime énormément mes enfants et je pense qu'ils le savent, mais voilà. Des moments, on a envie d'avoir une petite cassure, hein, et de faire un peu autre chose. Et c'est normal. Ma mère aussi, elle nous aimait profondément, mais ça lui faisait du bien d'aller un peu travailler. Et je me souviens quand on était très très petit, moi, ma maman, elle a été aussi mère au foyer, mais dans le sens où elle faisait un part-time. Donc, elle ne travaillait pas tous les jours. Il y avait certains jours, elle finissait aussi à midi, notamment les mercredis. Donc, ce qui fait que oui, elle était à la maison, mais elle travaillait en parallèle pour ne pas aussi trop s'ennuyer. Et une fois qu'on a commencé vraiment l'école, bah là, elle a repris son temps plein et elle est bien occupée, hein. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand les enfants sont petits, ben la maman peut un peu ralentir, faire peut-être un mi-temps, hein, ou un 4/5e. Mais voilà, elle continue à faire sa vie. Hein, elle ne dépend pas financièrement. Et une fois que les enfants grandissent, eh ben là, elle peut déployer des ailes et reprendre des choses comme elle le souhaitait. Ça, c'est pour les femmes qui veulent faire autre chose de la maison. Et il y a encore un autre point que je voulais mettre en exergue, notamment en se fiant sur les travaux de Madame Oakley. Elle insiste sur un paradoxe qui est fondamental, et ça c'est vraiment important qu'on le dise. Elle dit que la femme au foyer travaillait souvent toute la journée, mais socialement, elle était considérée comme inactive.
Je vous ai dit, allez dans les institutions. On vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Il n'y a pas la coche là. Enfin, il n'y a pas une case où vous pouvez cocher et dire mère au foyer. Mère au foyer, c'est synonyme de sans emploi. Donc vous voyez que socialement, elle est considérée inactive comme sans emploi. Et c'est l'une des violences symboliques. Je vous ai dit que je vous ferai un podcast sur la violence symbolique parce qu'il y en a à pléthore. Et des fois, ce sont des choses qui peuvent passer comme ça inaperçues devant vous. Mais dans le jeu social, c'est important de voir si là, vous êtes en train de subir une violence symbolique. Et à l'époque, là, à ce moment-là, être une mère au foyer aussi, c'était l'une des violences symboliques parce que ce n'était pas reconnu même sur le plan institutionnel. Et un homme pouvait quitter le domicile le matin, exercer une profession rémunérée, être peut-être avocat, être médecin, être chirurgien, être informaticien, être ingénieur, et revenir en étant reconnu comme la personne qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent. Et pendant ce temps, son épouse, elle devait nettoyer, organiser, cuisiner, gérer les enfants, anticiper les besoins de toute la famille, absorber les tensions émotionnelles du foyer. Ah bah oui, il faut tout ramasser. En plus, si vous êtes dans la religion, on va vous demander aussi d'aller intercéder. Les femmes dans la religion, oui, venez, aujourd'hui c'est prière d'intercession. Voilà, donc ajoute aussi, on vous apporte aussi le poids spirituel de la maisonnée. Donc voilà, ça aussi c'est des choses que je dois nommer. On absorbe les tensions, les problèmes spirituels aussi, et on doit aussi effectuer des heures de travail non rémunérées. Pourtant, ce travail était perçu comme normal. Donc faire toutes ces choses-là, cuisiner, nettoyer, organiser, anticiper les besoins, prier, chasser les démons, absorber les tensions familiaux, effectuer des heures de travail, c'était perçu comme normal. Comme je vous ai dit, dans certaines personnes, c'était vu comme naturel, c'était biologiquement normal, attendu et parfois même insignifiant pour d'autres personnes. Et voilà pourquoi rentrent en lien les travaux de Monsieur Bourdieu qui permet d'éclairer ce phénomène. Il dit que certaines formes de domination deviennent tellement intégrées dans la culture, donc culturellement, qu'elles vont paraître naturelles aux dominants comme aux dominés. Donc on va trouver ça normal en fait d'agir ainsi et on va trouver ça normal qu'une femme fasse toutes ces choses-là parce que c'est biologiquement naturel. Le travail donc domestique féminin était précisément dans cette situation. C'était vu comme tel et donc c'était donc essentiel au fonctionnement de la société mais symboliquement dévalorisé. Alors maintenant on doit apporter ce sujet pour que j'apporte un peu de substance. Comment est-ce que les femmes étaient traitées dans les foyers de ce genre, de ce style ? Comment beaucoup de maris traitaient leur épouse ? Alors là, on va dire les choses, et sans filtre, et sans phare. Madame Oakley ne présente pas tous les hommes comme violents ou malveillants. Ça, elle le dit dans son ouvrage. Elle ne dit pas que toutes les femmes au foyer avaient fatalement un homme violent, manipulateur, trompeur, voilà tout ce que vous pouvez des fois entendre sur la toile. Non. Son approche, elle est beaucoup plus subtile et sociologique. Et voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant de se pencher un peu sur ses travaux. Elle montre surtout que beaucoup de maris avaient été socialisés dans un système où ils se considéraient naturellement comme le chef du foyer et que c'était à eux de tout gérer. Donc les décisions, la femme n'avait pas son mot à dire. Alors que dans un foyer sain, on appelle ça une forme de collaboration. Voilà pourquoi je vous dis, un mariage, c'est un contrat. Donc chacun vient avec sa part et on doit se mettre d'accord. Mais ici, il n'y avait pas voilà, je suis le chef, je vais collaborer avec ma femme, écoutez. Non, c'est moi qui décide, c'est moi l'homme. Et puis l'homme aussi tape sur la table. Donc vous n'avez rien à dire parce que c'est lui qui a décidé, c'est lui le chef du mari. Ça, c'est un mari tyrannique, voilà. Ensuite, le travail féminin était perçu comme secondaire. La femme, malgré qu'elle ait nettoyé, malgré qu'elle ait fait ceci, etc., voilà, ce n'était pas aussi valorisé comme le travail que l'homme va faire quand il rentre du bureau. Ensuite, les besoins émotionnels des femmes étaient minimisés. Une femme qui va demander à son époux de prendre un peu des congés, il a beaucoup travaillé, qu'il puisse avoir un week-end pour eux, qu'il puisse se reposer, ce ne sera pas valorisé. Donc le temps qu'elle veut passer du temps de qualité avec son époux ne sera pas pris en compte. Donc on voit que ces besoins émotionnels, le moment d'avoir un peu du temps avec son mari, n'est même pas respecté. Et l'épouse donc devait aussi soutenir l'homme avant elle-même. Et voilà pourquoi beaucoup de femmes au foyer, après, elles s'oublient. Parce que le centre même de leur vie, ça devient le mari et par extension les enfants. Comment ça c'est encore une question que je me pose, c'est rhétorique, on n'avait pas besoin d'y répondre, mais comment est-ce qu'une femme peut autant s'effacer ? Parce qu'il y a des femmes qui sont des femmes au foyer, mais elles ne s'effacent pas. Elles continuent à vivre leur vie. Mais d'autres, elles font cette erreur fatale de s'oublier, d'oublier leurs rêves, leurs vocations, celles qu'elles ont toujours voulu faire pour s'occuper
entièrement du mari. Donc, on est en train d'élever l'homme, on lui donne des idées, l'homme il progresse bien, mais nous on stagne. En se disant, mais je l'ai soutenu. Et puis quand un beau jour, comme ça, cet homme, il pète les plombs, parce que voilà, l'être humain, je vous ai dit, les relations sont incertaines, il pète les plombs, il rencontre une jeune là de 20 ans, il pète les plombs, boum. On sait pas, il se lève comme ça, il part, il oubliera que vous l'aviez soutenu. Ah oui, je vous dis, l'être humain. Alors on dit pas que tous les hommes sont comme ça, il y a des hommes qui sont très reconnaissants et qui resteront toujours attachés à la femme qui les a aidés. Mais d'autres non. Donc vous voyez que avoir aussi cette idée dans la tête, ça nous permet de rester équilibré, de se dire que voilà, dans ce type de couple, en fait, dans ce type de dynamique, certains hommes, en fait, trouvaient ça normal, que la femme s'oublie et qu'ils les soutiennent eux. Alors qu'un homme sain dirait dire non, je sais bien que tu me soutiennes, mais pense aussi un peu à toi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux que je te donne l'argent ? Tu veux commencer un business à partir de la maison ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux reprendre des études ? Tu veux te former dans quelque chose ? Tu vas apprendre la couture ? Ça, c'est un homme sain parce qu'il se dit, moi j'évolue, mais ma femme, même si elle est à la maison, il faut qu'elle fasse quelque chose en parallèle. Elle ne doit pas s'ennuyer comme ça. Je parle d'un homme sain, voilà. Dans de nombreux couples, les hommes développaient une forme de dépendance domestique invisible. Je m'explique. Ils attendaient que tout fonctionne, parce que c'est la femme qui devait faire tourner la maison. Un autre élément, ils participaient peu aux tâches ménagères. Oui, c'est la femme qui devait tout faire, parce que monsieur allait au bureau. Monsieur va travailler, donc il n'a pas à participer aux tâches ménagères. Toi, tu es à la maison, tu fais quoi ? Oui, tu n'as qu'à faire, avec les enfants, tu gères. Ensuite, il voyait la maison comme un espace de repos personnel. Alors quand il rentre, il ne veut pas entendre de bruit, il veut que tout soit bien rangé, que les enfants soient dans leur chambre. Il rentre de sa journée de travail, il veut être au calme. Donc pour lui, la maison, c'est pour lui se régénérer. Et vous, la femme, vous n'avez jamais le calme parce que vous devez gérer le chaos des enfants, le bruit des enfants, les petites bêtises des fois que les enfants peuvent faire. Ils mettent du jus partout, ils dessinent sur les murs. Bon, ça c'est pour ceux qui vont un peu dans l'extrême. Ils dessinent sur les murs, ils vous mettent des biscuits partout sur le fauteuil, sur le tapis, ils font des tâches. Donc vous n'avez pas ce temps d'avoir ce moment de repos et de vous régénérer parce que vous êtes constamment dans le chaos. Mais également, ces hommes aussi, ils vont considérer les difficultés de leur femme comme exagérées. Elle exagère. Ce sont les émotions. Vous voyez, les femmes, c'est toujours comme ça, émotionnel. D'ailleurs, ce sera aussi un podcast que je vous ferai prochainement. Vous voyez, quand un homme minimise souvent, en fait, vos émotions, ce que vous ressentez, il le voit comme exagéré, extrapolé, comme de la manipulation, ce n'est pas un homme sain. C'est de la violence. C'est très symbolique, mais je vous en parlerai. Ne vous inquiétez pas. On va se pencher aussi sur ça. Je vous dis, dans les relations de couple, il y a beaucoup ce jeu de domination, de pouvoir. C'est très subtil. Moi, je mets ça en lumière parce qu'on n'ose pas dire ça, c'est un peu tabou. Mais non, il n'y a pas de jeu de pouvoir partout. Ben oui. Un homme qui ne reconnaît pas sa femme ayant des besoins, par exemple, elle se plaint de quelque chose, il n'écoute pas sa plainte, c'est directement oui, vous les femmes, c'est toujours comme ça, c'est émotionnel. Non, c'est pas un bon, ça ce n'est pas un bon mari. Je vous dis, c'est pas un bon mari, ça. C'est une violence aussi symbolique. En fait, c'est une façon de minimiser votre douleur, c'est une façon de minimiser vos plaintes et vos doléances. Voilà, donc il n'y a pas de considération pour vous et entre guillemets, je pourrais dire, c'est aussi une forme de mépris. On méprise ce que vous ressentez. Et dans l'ouvrage aussi de Madame Oakley, elle met aussi en lumière, très intéressant, les femmes qu'elle a interviewées. Elle disait que certaines femmes expliquaient qu'elles avaient l'impression d'être des domestiques, donc dans ta propre maison, dans votre propre maison, vous avez l'impression d'être une domestique. Vous avez également l'impression d'être une gestionnaire invisible. Vous avez également l'impression d'être des exécutantes permanentes. Et vous avez également l'impression d'être des mères supplémentaires pour votre mari. Je l'ai déjà dit, je me souviens quand je disais ça, beaucoup vous riez. Moi, je suis la maman de 2 enfants actuellement. À l'époque, c'était juste de ma fille. Je vous disais, moi, je suis la maman de ma fille. Et vous rigoliez dans les commentaires. Mon mari, ce n'est pas mon bébé. Non, ce n'est pas mon enfant. Sa maman est là. Et je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il y avait un plat que mon mari ne mangeait pas trop quand il était chez ses parents. Et une fois qu'on s'est mariés, moi, j'aime bien manger ce plat. Donc, je lui faisais manger. Il me disait non, je veux pas. J'ai dit, tes caprices là, c'est chez maman. Moi, ici, c'est pas maman. Il rigole. Il dit, toi, ta bouche. J'ai dit, oui. Et quand tu veux faire ça,
Tu fais ça chez ta maman. Alors, il y a quelques jours, quand je racontais ça à sa maman, elle a commencé à rigoler. Elle me dit, ah, tu lui disais ça? J'ai dit, oui, je lui disais ça. Elle a dit, non, c'est vrai, tu as raison. Elle m'a donné raison à ma belle-mère. Elle m'a dit, oui, tu as raison. Parce que j'ai remarqué qu'ils font beaucoup de caprices, parce que nous, c'est nous chez les mamans. Mais quand ils sont avec leur femme, c'est pas ça. J'ai dit, exactement. J'ai dit, je le vois aussi avec mon fils, hein. Des fois, moi, il y a des choses ici, quand je vais lui donner à manger, il va pas manger. Mais je vous assure, je le dépose chez ma mère, il va tout manger. Puis maman me dit, ah, vraiment, Yaya, les enfants ici, ils ont tout mangé. Et je rigole. J'ai dit, non, mais ils me font vivre des choses, hein. Donc avec moi, ils font des caprices. Non, maman, je veux pas. Mais la même chose, ma mère leur fait à manger, ils vont manger. La même chose, ma mère leur fait à manger, ma belle-mère leur donne à manger, ils vont manger. Donc vous voyez qu'ils font seulement les caprices avec maman. C'est pour ça que je vous dis que votre mari, ce n'est pas ce n'est pas votre enfant. Non, non, chacun reste à sa place. Les 2 enfants que je vais dorloter pour le moment, ce sont mes enfants. Donc c'est normal, je vais les dorloter. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Non, tu veux un petit biscuit? Allez, tiens. Tu veux pas? Tu veux ton Kinder Bueno? Oui, tiens. Ah oui, ça c'est mon fils. Ou bien c'est ma fille. Non, ma petite princesse, tu veux pas ça? Tu veux le petit jus? Ok, tiens. Non, tu veux quoi? Le petit biscuit ici? Ok, tiens. Oui, ça c'est normal, ce sont mes enfants. Hein, si je les dorlote pas un peu de temps en temps, je dis bien de temps en temps, personne ne va le faire. C'est normal. Hein, je suis leur maman, donc ils doivent faire un peu de fier. Mais le mari, non, non. Et ma belle-mère, je t'assure, elle était morte de rire. Elle m'a dit, non, c'est vrai, Yaya, tu as raison. J'ai dit oui. Les fiers, là, ils mangeaient pas ce plat, c'est parce que c'était chez toi. Moi ici, je lui ai dit, tu vas manger. Et maintenant, il mange. Est-ce que il lui arrivait quelque chose de grave? Non. Et je vous parle de ça parce que certaines mères au foyer, elles vont s'oublier dans leur rôle. Au lieu de choyer, de shooter seulement leurs enfants, non, elles font aussi ça avec leur mari. Non, je vous dis, c'est un secret de féminité. Il faut pas trop chouchouter l'homme. L'homme doit rester à sa place. Hein? C'est eux qui veulent être les chefs, les leaders. Et puis encore après ça, je veux aussi suivre tous ces caprices, tous ces fiers comme je le fais avec mes enfants. Mais ça va pas, non? Et donc, pour continuer mon explication, c'est que si dans ses travaux, elle dit que beaucoup d'hommes ne réalisaient pas l'ampleur du travail domestique parce qu'ils ne les voyaient que lorsqu'il n'était pas fait. Et voilà, c'est une dimension sociologique qui est très importante à soulever parce que le confort masculin reposait souvent sur un travail féminin silencieux qui était devenu invisible précisément parce qu'il était constamment accompli. Vous savez, quand vous avez habitué les gens à faire certaines choses, ils ne s'en rendent plus compte. Et bizarrement, le jour où vous allez cesser de faire cette chose, c'est là qu'on va se dire « Oh, mais tiens, la salle de bain n'est pas propre !» Eh ben oui, vous pensez quoi? Moi, ma mère, je me souviens, à un certain âge, elle nous responsabilisait. Hein. Chacun savait que dans la maison, on devait faire ça. Chacun avait ses tâches, en fait, bien réparties. Parce que oui, maman, oui, elle va faire la maison, mais à un certain âge, vous devenez autonome. Vous devez savoir nettoyer une salle de bain. Il y a des femmes qui vont aller se marier. On leur donne, tiens, nettoie un peu la salle de bain. Elles ne connaissent pas. Il faut un peu responsabiliser. Même si votre fille, après, sera dans de bonnes conditions, elle aura une femme de ménage. Mais imaginons que la femme de ménage est malade. Donc la maison va rester sale comme ça, parce qu'elle n'a pas appris ça. Vous voyez, la formation aussi, ça commence dès l'enfance. Mais le problème, c'est que quand on habitue, et c'est pour ça que je vous fais le lien avec ma mère, c'est que à un moment donné, il y avait des choses, elle faisait des fois sciemment de ne pas le faire pour voir qui d'entre nous, donc de nous 3, qui allait prendre l'initiative. Et quand c'était pas fait, elle a dit, ici, ça fait une semaine, je vois, c'est sale, hein. Est-ce qu'il y a le produit qui est fini? En fait, c'est une façon de dire indirectement, hein, je n'ai pas fait pendant une semaine, je voulais voir qui est venu nettoyer. Donc, vous allez laisser ça sale comme ça, parce que moi, je ne suis pas passée. Voilà, il en va de même. Quand vous êtes une femme au foyer, on rentre, on voit que la maison est propre, ça sent bon, la nourriture est toujours prête, servie sur la table. Donc, quand vous faites ça, on voit pas les efforts parce que constamment, vous faites ce qu'il faut faire. Donc, les autres ne le reconnaissent plus. Ça fait partie de la nature humaine. L'être humain est ainsi fait. Quand vous faites énormément pour les gens, c'est pour ça que après ça va être banalisé. Oui, ça va être banalisé parce qu'on a l'habitude de savoir que vous allez le faire. Voilà pourquoi des fois il faut sevrer les gens, il faut les sevrer. Je continue. La maternité. Alors ça aussi c'est un point très intéressant. D'ailleurs il y a même un ouvrage spécifique, mais elle en parle un peu aussi dans cet ouvrage. Mais il y a un ouvrage où elle parle vraiment de la maternité. En tout cas, je vous dis, hein, dans les prochaines semaines, on va vraiment décortiquer les travaux de Madame Oakley. Elle part de la maternité, elle explique qu'il y a de l'amour réel, mais également un épuisement psychologique. Hein. Je vous ai donné mon cas la semaine dernière. Bon, après, il faut aussi ajouter que voilà, j'ai beaucoup étudié, j'avais beaucoup de choses aussi en tête à faire. J'étais épuisée, donc il m'a fallu 2-3 jours pour un peu reprendre. Et donc ça, c'est normal. Mais est-ce que cela veut dire que je n'aime pas mes enfants? Non. Même vous, des fois, qui m'écoutez, j'ai déjà des ladies qui m'ont écrit en privé, elles sont submergées. Oh, je me souviens, j'avais eu, c'était l'année dernière, j'avais un entretien avec une lady, c'était une maman de 3 enfants.
Mais elle était tellement occupée, et le travail, les enfants, la gestion et tout, qu'elle avait oublié notre rendez-vous. Et puis elle m'a dit non, je suis vraiment désolée et tout. En fait, dans sa tête, elle pensait que moi, j'étais le style, ah bah si c'est comme ça, je garde ton argent. Alors moi, je lui ai proposé soit je te rembourse l'argent, ou soit on reporte. Elle m'a dit, ah ok, si c'est comme ça, reportons. Et puis on a reporté, on a fait notre entretien, ça s'est très bien passé. Je lui en ai tenu rigueur? Non. J'ai compris. Parce que, étant maman de 3 enfants, il peut arriver qu'elle oublie. Oui. Parce que c'est seulement quand on sait quelque chose qu'on peut se mettre à la place de l'autre. Donc, je me suis pas fâchée en mode, oh, mais non, y a plus de remboursement et tout. J'ai dit non, soit je te rembourse, ou soit on peut se reparler ultérieurement. Et l'entretien après, j'avais même un peu débordé. Je me souviens, on avait fait, au lieu que l'entretien soit 1 heure, on a parlé 3 heures. Vous connaissez les femmes, hein. Voilà, c'était en fin de soirée. Et on a parlé. Et puis elle m'a dit, mais vraiment, merci pour ta compréhension. Je pensais que t'allais pas comprendre. J'ai dit non, je sais qu'être maman, c'est épuisant. J'ai dit, je sais. Je sais à quel point c'est épuisant. Donc oui, il n'y a pas de souci. Mais ça aussi, c'est un point qu'on doit aborder parce que on va croire que quand on est épuisé comme ça, qu'on pète un plomb, c'est-à-dire qu'on n'aime pas nos enfants. Ben non. Et je refais le lien avec à l'époque, d'abord, d'après comment Madame Oakley apporte les choses, elle dit qu'à l'époque, la société présentait souvent la maternité comme un bonheur instinctif et naturellement épanouissant. Une bonne mère était censée être heureuse spontanément. Alors qu'aujourd'hui, regardez combien de vidéos, il y en a pas à pléthore sur TikTok, où les femmes viennent devant la caméra, elles pleurent, elles disent « J'en ai marre d'être une mère, j'en ai marre !» Et d'ailleurs, Madame Oakley, elle montre au contraire que beaucoup de femmes ressentaient une fatigue extrême. Non, être maman aussi, c'est fatigant. Et quand on dit ça, c'est pas qu'on n'aime pas nos enfants, hein. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous, vous allez faire la part des choses, mais il y a beaucoup à faire. Il y a des mamans qui gèrent 4 enfants. Non, mais vous êtes à féliciter. C'est une dinguerie. Il y a des mamans qui gèrent des 5 enfants, des 6 enfants, 7, 8, 9, 10. Et non, franchement, vous méritez qu'on vous célèbre tous les jours de l'année. Donc, du 1er janvier au 31 décembre. Vous êtes des guerrières. Des 4, 5, 6 à ce temps dans la société dans laquelle on vit. Non, vous êtes des championnes. Donc oui, il y a une fatigue extrême. Des fois, vous oubliez de vous maquiller. Moi, je me souviens quand j'ai vu ma mère il y a pas très longtemps, ils étaient venus à la maison, je pense que c'était le mois dernier, ils sont venus. Ma mère, elle me regarde, elle me dit « Mais ma chérie, faut mettre un peu la poudre, non ?» J'ai dit « Maman, tu veux dire quoi ?» Et c'est vrai que ça a été une période, je vais pas dire que j'ai perdu de mon éclat, mais on voyait que j'étais fort fatiguée. Avec les cours, etc. Mon visage, vous voyez vraiment que j'étais fatiguée. Et puis, elle me dit, non, Yaya, même quand c'est comme ça, tu mets un peu de poudre et tout. Et j'assure que ça m'a motivée. La semaine qui a suivi après, je sortais, je me disais, je vais mettre un peu de poudre. Bon, j'avais mes cils qui étaient faits, donc voilà, j'ai mes cils et mes ongles faits. Mais là, j'avais pas de poudre. Elle, non, mets un peu, parce que je vois, t'es fort fatiguée, ma chérie, bois beaucoup et tout. Elle me disait, non, ne reste pas comme ça. Et ça aussi, je vous envoie de la force, même quand vous êtes fortement fatigué. Prenez des moments pour vous. Et voilà pourquoi je vous dis que l'entourage aussi, ça joue. Quand vous avez des personnes qui vont vous dire non, ne te laisse pas comme ça, bois, sors, fais du sport, fais-toi du bien. C'est important parce qu'il y a une fatigue qu'on peut accumuler. Vous dites ça aux gens parce que moi, j'ai encore mon fils, c'est encore un bébé, hein. Il se réveille encore la nuit, il faut lui donner le lait, etc. Donc j'ai toujours encore mes nuits coupées. Ma fille maintenant fait ses nuits, ça va. Mais mon fils ne fait pas encore ses nuits. Donc j'ai toujours les nuits coupées. Donc ça aussi, c'est quelque chose, la fatigue extrême, l'allaitement, tout c'est là. L'angoisse, gérer des enfants, ça crée aussi de l'angoisse. J'ai parlé de la solitude, hein, quand vous êtes une mère au foyer, vous n'avez pas de relation, vous ne sortez pas, vous ne côtoyez pas une communauté, vous êtes un peu seul. Donc ça aussi, on peut ressentir une forme de solitude. Parfois même une forme de culpabilité. Il y a des femmes qui s'en veulent d'être devenues mères au foyer et voire même de prendre soin de leurs enfants. Donc c'était quelque chose qu'elles voulaient, mais une fois qu'elles sont là-dedans, elles ne veulent plus du tout de ça. Ah non. Et pour finir, il y a aussi un sentiment de perte d'identité, comme je l'ai dit, des femmes qui vont se réduire à que je ne suis qu'une mère au foyer. Non. Vous devez le dire avec beaucoup de fierté. Tout comme une femme se célébrerait d'être informaticienne, ingénieure ou infirmière, vous aussi dites non. On te demande, vous faites quoi dans la vie? Je suis une mère au foyer. Il faut dire ça avec beaucoup de fierté, oui. Les autres vous rendent inconfortable. Vous aussi, rendez-les inconfortables. Non, mais des fois, j'ai envie d'envoyer un peu de motivation aux femmes, hein. Voilà, je vous ai dit, chaque femme a sa vocation. Il y a des femmes qui sont faites pour être des mères au foyer et d'autres archétypes ne sont pas. Moi, mon archétype ne correspond pas à être une femme au foyer 100%, me dévouer, faire que ça. Je ne suis pas faite pour ça. J'ai besoin d'être stimulée, de nourrir mon esprit, de parler d'autres choses, d'avoir cette cassure un peu avec les enfants, le travail, tout. J'ai besoin de ça.
Mais d'autres ont besoin de leur petit cocon soft, de faire du pain tous les matins, voilà, de faire du pain tous les matins, de faire des cookies tous les après-midi, comme vous voyez dans les vidéos là de femmes traditionnelles. Elles ont besoin de ça. Et moi je dis, tant mieux pour elles. Chaque femme fait ce qu'elle veut. Mais c'est intéressant de voir comment certaines femmes, le fait qu'après elles se sentent un peu en décalage avec les autres, elles vont penser qu'elles perdent leur identité. Et elles vont se réduire uniquement à « je ne suis qu'une femme au foyer ». Non, parlez de vous avec beaucoup de fierté. Parce qu'il y a des femmes ici dehors, elles sont fières d'être des femmes de ménage, elles sont fières, d'être infirmières, elles sont fières d'être hôtesse de l'air. Toute femme, quand elle fait quelque chose dans sa vie, elle est fière. Pourquoi vous non plus, vous ne pourrez pas être fière? C'est aussi un métier, mais qui est différent, c'est tout. C'est tout simplement différent. Donc, il faut être très, très fier. Non, moi, je veux dire, si j'étais vraiment ça, je dis, moi, je suis une femme au foyer. Et puis, je mets aussi mes cheveux comme ça, je mets les cheveux vers l'arrière. Bon, ça, c'est mon côté un peu pol-pol, là. Voilà, donc, voilà, c'est pour vous dire, non, soyez confortable, Faut pas vous réduire. Mais je sais que, voilà, beaucoup de femmes, malheureusement, elles auront ce sentiment de perte d'identité parce que, d'autres femmes vont les juger, vont les pointer du doigt, elles vont un peu les snober en fait de haut en mode toi tu fais rien de ta vie, tu fais que nettoyer, voilà. Alors qu'elles ne connaissent pas le travail qu'il y a derrière, le travail colossal. Et surtout, ces femmes de l'époque, elles avaient souvent honte de ne pas correspondre à l'image idéalisée de la mère heureuse. Parce que oui, c'est ce qu'on vend aussi, même dans les vidéos Tradwife, c'est la femme qui sourit tout le temps, qui est bien pimpée, bien maquillée. Tous les jours, tu as le temps de mettre les rouges à lèvres rouges comme ça. De faire des chignons. Ah, moi, j'ai pas le temps tous les jours de faire des chignons, Oui, elle a le temps de faire les chignons, de mettre les boucles d'oreilles comme ça, de mettre la petite robe assortie avec les boucles d'oreilles. Tout ça, c'est du cinéma. Moi, au moment où je vous parle, là, bon, je suis bien habillée, je suis propre. Mais j'ai un complet. Bon, je sais pas si c'est pas une tenue de sport. Vous voyez les tenues pour la maison là qui collent le corps là. Voilà, j'ai une tenue comme ça. Je suis pas toute habillée en robe avec les petites perles, avec les cheveux attachés en chignon. Non, bon, de toute façon, actuellement c'est pas possible parce que j'ai des nattes. J'ai fait des longues nattes. Les tresses arrivent juste au niveau des fesses là. Voilà, vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est long. Voilà. Donc voilà, j'ai fait des longues nattes là, bien longues là, qui prennent bien mon front. Le front là est bien ressorti comme ça. Voilà. Mais voilà, donc je suis pas toute habillée là, les rouges à lèvres, j'ai fait le contouring, j'ai mis les blushs au niveau des joues, tout est... Non, il y a des jours comme ça, je me réveille, je me dis, encore une nouvelle journée. Mais d'autres vont vous faire croire, non, elles sont à la maison, tous les samedis, elles sont toujours bien maquillées, tout le temps. Non, ce n'est pas toujours ça, je ne dis pas qu'on est sale, mais c'est qu'il y a des fois, on va se réveiller, on est simple. Peut-être vous m'écoutez, peut-être qu'actuellement, vous êtes en pagne, peut-être que vous êtes en boubou. J'exagère un peu, mais on veut nous faire croire que non, quand vous êtes vraiment à la maison, le samedi, le dimanche, ou bien même durant la journée, vous vous occupez de vos enfants, vous êtes toujours heureuse, toujours le grand sourire, vous êtes toujours en train de chanter des chansons, Non, ce n'est pas toujours ça. Et donc, certaines femmes aimaient profondément leurs enfants tout en souffrant psychologiquement. Elles souffraient psychologiquement parce qu'elles ressentaient une forme d'isolement et la charge mentale de l'absence de soutien. Et c'est extrêmement important pédagogiquement qu'on en parle parce que la sociologie distingue toujours l'amour individuel des structures sociales. Vous voyez que c'est deux choses bien distinctes. Une femme pouvait aimer sa famille sincèrement, et je pense que même vous qui m'écoutez, vous aimez sincèrement votre famille et vos enfants, tout en vivant dans une organisation sociale déséquilibrée. Donc, vous avez l'amour que vous portez pour vos enfants, mais en même temps, vous n'êtes pas si heureuse et épanouie parce que vous vous sentez un peu déséquilibrée. Voilà le sentiment que beaucoup de femmes ressentaient à l'époque, étant mère au foyer. Alors, on va parler aussi maintenant des conséquences psychologiques, notamment la dépression, le vide identitaire et la dépendance. Alors, les conséquences furent considérables. De nombreuses femmes au foyer développaient des épisodes de dépression, une perte d'estime de soi. Quand je dis des épisodes, donc on va même pas dire dépression parce que la dépression c'est vraiment une maladie, donc on va plutôt dire des états dépressifs. Donc c'est des périodes où on est un peu déprimé, mais ce n'est pas forcément qu'on a la dépression. La dépression, c'est une maladie reconnue. Donc là, c'est juste d'un moment, on est un peu à fleur de peau, un peu down. Voilà, ce sont juste des petits épisodes comme ça. Et d'autres, malheureusement, disons-le, que ça pouvait peut-être s'aggraver. Mais en tout cas, dans l'ouvrage de Madame... son nom m'échappe. Elle s'appelle encore comment? Madame Oakley, voilà, Oakley. Elle met juste en lumière que voilà, certaines femmes, elles avaient des périodes où c'était un peu plus difficile, des épisodes où elles étaient vraiment au plus bas. Elles avaient aussi une perte d'estime d'elles-mêmes,
un sentiment d'être inutile, alors que je vous ai dit qu'il faut être fier. Pour celles qui seraient peut-être mères au foyer actuellement, soyez fiers. Oui, oui. Tout comme les autres se tapent la poitrine, vous aussi soyez fiers d'être une mère au foyer, parce que c'est un travail qui doit être célébré. Elles avaient également une dépendance économique anxiogène. Là, ici, on ne dit pas, votre homme, vous êtes à la maison, il vous dit, voilà, monte des business, forme-toi, fais quelque chose. Non. C'est que vraiment là, même pour 1 euro, il faut aller lui demander. Vous avez besoin d'un parfum, il faut aller lui demander. Vous avez besoin d'un déodorant, il faut aller lui demander. Ça c'est dangereux, hein. Un homme qui veut pas aussi vous booster aussi, d'avoir vos propres revenus, même si c'est pas beaucoup, mais au moins que vous puissiez avoir aussi quelque chose qui puisse générer des revenus. Peut-être même créer des vidéos aussi TikTok, Vous pouvez aussi faire des vidéos TikTok où vous montrez comment faire les gâteaux, comment arranger la cuisine, Les femmes ont besoin de ça. Beaucoup de femmes ont beaucoup d'enfants, mais la gestion de la maison c'est compliqué. Montrer comment on nettoie les toilettes, montrer comment on nettoie la cuisine. Ah oui, c'est des revenus comme ça, passifs, Voilà, ce sont des revenus. Donc ça aussi, pour moi, c'est une façon aussi d'élever sa femme. Mais il y a des hommes qui vont dire non, tu ne fais rien, tu dépends de moi économiquement. C'est très anxiogène, ce type de climat. Il y a également certaines femmes au foyer qui vont développer une peur permanente du divorce ou de l'abandon. Parce qu'elles savent que si elles divorcent, elles n'ont rien. Comment elles vont rebondir? Comment même elles pourront payer les entretiens avec l'avocat? Et il y en a qui vont se sentir abandonnées. Vous voyez? Et pour finir, certaines femmes au foyer ressentaient un effacement progressif de leurs ambitions personnelles. Par exemple, la femme, imaginons qu'elle avait rêvé d'être ingénieure, et bien là, elle s'éteint. Parce que maintenant, toute la vie, ça va être les enfants. Donc les enfants, même 16, 17 ans. Et c'est aussi une question, c'est aussi quelque chose que je me pose, c'est une question rhétorique. Mais comment expliquer que certaines femmes, les enfants ont 17, 18, 19, 20 ans. Les enfants sont grands, mais vous êtes toujours mère au foyer. Vous faites quoi? Parce qu'encore, on me dit, voilà, c'est une mère au foyer, elle a un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je vais comprendre. Mais les enfants des 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, vous êtes mère au foyer, je sais pas, vous faites quoi? Et ça aussi, c'est une façon aussi d'éteindre qui on est. On peut l'être, je donne un exemple, là, c'est toujours mon point de vue. On peut l'être pendant un temps pour aider les enfants, les encadrer, mais les enfants sont devenus autonomes. Ils ont plus de 18 ans. Vous êtes encore mère au foyer. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux savoir parce que, alors vos ambitions, vos rêves, donc ça sera vraiment la vie, ça sera juste la maison. Bon, bref. Bon, après, je vous ai dit, chacun sa vie, chacun un peu sa vie. Mais c'est juste que moi, quand j'arrive à un point où les enfants sont grands, ils sont autonomes et on dit, vous faites quoi dans la vie? Oui, je suis mère au foyer. Ok, d'accord. Vos enfants ont quel âge? Ah, mes enfants ont 18 ans. 18 ans, 18 ans, l'autre a 21 ans, l'autre a 24 ans. Oh! Oui, voilà. D'autres, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et certaines perdaient même progressivement la conscience de leur désir propre. Bah oui, on s'oublie. On s'oublie. Les enfants sont déjà autonomes, mais on s'est oublié. Parce que toute leur identité devenait organisée autour des besoins des autres. Le mari. On prend le mari aussi comme les enfants. Non, non, non. Le mari, je le répète encore, ce n'est pas notre enfant. Le mari doit rester à sa place. Alors, les autres personnes aussi. Le mari, les enfants, le foyer, la stabilité familiale, les combats, les prières de combat pour protéger aussi la famille spirituellement. Donc, toute cette charge mentale-là, c'est beaucoup. Le moi féminin devenait secondaire. On ne pensait plus à soi. Et Madame Oakley montre aussi que la dépendance économique produisait souvent une dépendance psychologique. Une femme sans revenu personnel avait parfois le sentiment qu'elle ne pouvait ni partir, ni négocier réellement, ni imposer ses besoins. Et cette dépendance modifiait profondément les rapports de pouvoir dans le couple. Alors on va parler maintenant aussi du piège de l'invisibilité sociale. Et ça aussi, ça a été aussi mis en exergue dans ses travaux. L'un des effets les plus puissants qui a été étudié par Madame Oakley, c'est le fait d'être invisible socialement, et notamment par les femmes au foyer. Dans les sociétés modernes, le statut social est largement lié à la profession, au revenu, donc ce que vous gagnez, votre salaire, à la visibilité publique, donc le fait d'interagir avec d'autres personnes, d'être connu, et aussi à la reconnaissance institutionnelle. Je vous ai dit, partez par exemple à la commune, quand vous avez des papiers administratifs, on ne vous met pas une case, vous devez cocher femme au foyer. C'est sans emploi, c'est ça que vous devez cocher. Ouais, non, même dans les institutions, on n'a pas encore reconnu ça. Donc, il faudrait peut-être qu'on vote une loi comme ça pour reconnaître. Non, je suis partie dans mes trucs. Donc, les femmes au foyer travaillaient dans un espace privé invisible. Elles pouvaient donc progressivement ressentir une déconnexion du monde extérieur, parce que vous êtes toujours dans la maison à s'occuper du mari et des enfants. Non, le mari, non, le mari doit rester à sa place. Ensuite, une perte de confiance intellectuelle. Ah oui, parce qu'encore,
parce qu'il y a des femmes au foyer. Et attendez, il y a femmes au foyer, hein, voilà. Moi, j'en ai eu pendant un temps dans mon entourage. Il y en a 2-3 qui ont repris le travail parce que maintenant, les enfants sont devenus un peu plus autonomes. Mais je me souviens, à l'époque, il y en avait une, elle a profité de son moment. Quand elle allait déposer ses petits-enfants à l'école, elle rentrait, elle faisait le ménage, elle s'asseyait, elle lisait, elle a commencé un business en ligne, elle a fait plein de choses. Et puis, à un moment donné, il faut couper, il fallait reprendre les enfants à l'école. Mais en fait, elle nourrissait son cerveau. Et là, maintenant, elle a un business qu'elle fait à la maison. Ça tourne très, très bien. Et elle ne dépend pas à 100% de son mari. C'est une femme qui a déjà dépassé la quarantaine, c'est une de mes grandes sœurs. Donc je vous assure vraiment que elle avait vraiment confiance en elle. Elle a profité de ce temps pour s'occuper de ses enfants. Et en parallèle, une fois que ses enfants ont commencé à avoir maintenant 12, 13, 14 ans, elle s'est repris en main, elle a repris des choses, des activités, la lecture. Elle a monté son petit truc, son business là en ligne. D'ailleurs, elle m'avait demandé pour faire comment on appelle ça, vous voyez, le MLM, voilà, du marketing de réseau. J'ai dit, hey Yaya, moi, je peux pas aller m'aventurer, c'est ça. Déjà, mes propres trucs, j'ai limite le temps, donc je veux pas commencer des trucs comme ça. Donc voilà, donc elle est vraiment dans plein de projets, quoi. Et donc ça, c'est une façon aussi de se redynamiser intellectuellement. Mais quand vous avez une perte de confiance intellectuelle aussi, ça joue. Et malheureusement, selon les travaux de Madame Oakley, certaines femmes se sentaient maintenant progressivement un peu régressées intellectuellement. Pourquoi ? Et c'est pas qu'elles ne veulent pas, mais des fois quand vous avez des enfants comme ça, après à la fin de journée, vous avez plus la force pour lire. Moi j'assure, vous avez toujours su, je suis une grande lectrice, mais il y a des week-ends, je peux plus. En fait non, c'est la maison, le linge, des trucs comme ça. Après j'ai même plus la force de lire. Je me pose et je fais autre chose, vous voyez ? Donc voilà. Il y a également un rétrécissement de leur univers social. Vous êtes toujours dans votre quatre murs, donc voilà pourquoi certaines femmes doivent participer à du réseautage, aller dans des communautés, des choses comme ça, parce que c'est intéressant, ça va vous permettre d'avoir des connexions et de connaître autre chose que à l'intérieur de la maison. Et aussi une impression d'être en retard sur la société. Et certaines femmes expliquaient même qu'après plusieurs années au foyer, elles avaient peur de reprendre une activité professionnelle ou de parler dans certains espaces sociaux. Le foyer devenait alors non seulement un espace domestique, mais parfois une frontière psychologique avec le monde extérieur. Alors, pourquoi est-ce que les travaux de Madame Oakley sont si importants et pourquoi je les mets en lumière ? Parce que tout simplement, les recherches de Madame Oakley ont été révolutionnaires parce que elles ont transformé des souffrances privées en questions sociologiques. Et avant cela, beaucoup de femmes pensaient « le problème vient de moi, je devrais être heureuse, je suis ingrate, je suis faible ». Et grâce à Madame Oakley, ces difficultés n'étaient pas seulement individuelles, mais plutôt structurelles. Autrement dit, ce n'était pas uniquement une question de personnalité, mais c'était plutôt une organisation sociale entière qui produisait certains effets psychologiques. Et c'est l'un des principes fondamentaux même de la sociologie, et c'est pour ça que j'aime vraiment la sociologie, c'est que les individus vivent ce que les individus vivent d'une manière intime est souvent lié à des structures collectives invisible. Alors maintenant, il y a une nuance quand même que je dois apporter de tout ce blablabla que j'ai pu faire. Toutes les femmes ne vivaient pas cela de la même manière. Vous avez vu, j'expliquais, donc je mettais en lumière ces ouvrages, je faisais un peu le lien d'une manière moderne, je faisais un peu parler aussi de mon expérience, des choses que j'ai vues, que j'ai entendues. Donc voilà, donc c'est important d'éviter de simplifier les choses. Parce que je sais qu'il y a des gens comme ça, ils ont un raccourci intellectuel de tout simplifier. Madame Oakley ne dit jamais que toutes les femmes au foyer étaient malheureuses, ni que toutes les relations conjugales étaient oppressives. Parce que ça, c'est vraiment un point à nuancer. Toutes les femmes ne vivent pas le fait d'être une femme au foyer comme quelque chose d'horrible. Je l'ai dit, chaque femme a son archétype et chaque femme aussi a un style d'homme dans sa vie. Il y a des hommes qui vont vous soutenir, qui vont vous donner des idées, que vous vous développiez, que vous recommenciez des études, que vous fassiez quelque chose en parallèle. Mais il y en a d'autres qui voudront même pas, non, pas de formation, pas d'études, reste seulement comme ça, occupe-toi seulement des enfants. Voilà, il y a des hommes comme ça. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui vit ces mêmes réalités. Certaines femmes trouvaient du sens dans la maternité. Il y a des femmes, elles étaient très épanouies le fait d'être mère et de s'occuper de la maisonnée. Peut-être il y en a qui m'écoutent ici, vous êtes très épanouies dans votre rôle de mère au foyer. Moi, j'en vous dis, restez là où vous vous sentez bien. D'accord, voilà. Ici, on va pas vous dire de quitter, allez tous travailler, parce que toutes les femmes ne sont pas faites pour aller au bureau, d'accord, voilà. Ensuite, aussi du plaisir dans la gestion du foyer. Il y a des femmes qui vont dire non, moi ma vie ce sont mes enfants, donc je préfère gérer mes enfants que d'aller au bureau et travailler 8 heures pour un patron. Alors
Voilà, bon, vous savez, moi je suis pas trop pour tout ce qui est salariat, mais imaginons, voilà, vous avez une profession libérale ou bien que vous avez votre propre entreprise. Voilà, il y en a même le fait d'être être CEO, avoir leur entreprise, être entrepreneur, même cette charge mentale, elles ne veulent pas. Et elles ont aussi le droit de ne pas vouloir. Voilà. Les enfants sont petits, elles veulent absolument s'occuper des enfants. Ok, mais une fois que les enfants grandissent maintenant et que les enfants deviennent autonomes, vous allez faire quoi? Ça, c'est aussi une question. C'est une question rhétorique. Donc, c'est à chacune de ces femmes qui voudraient être des mères au foyer de se poser la question. Une fois que mes enfants seront autonomes, je vais faire quoi? Est-ce que je vais toujours rester à faire la maison comme ça? Parce qu'avant, on pourrait dire oui, c'était les enfants, ils étaient petits, je devais m'en occuper. Mais ils deviennent autonomes, ils sont grands, ils ont 19, 20 ans, 21 ans. Je dois aussi avoir ma propre vie. Vous voyez? Donc voilà, donc ça, c'est pour dire aussi que certaines femmes ressentent ce plaisir, en fait, de gérer la maison. Et tant mieux pour elles. Elles ont aussi une stabilité affective réelle. Elles ont une très bonne relation avec leur mari. Ce ne sont pas toutes les femmes au foyer qui ont des hommes trompeurs, des hommes qui les tabassent, les hommes qui les humilient, qui les rabaissent, qui sont en compétition avec elles pour leur ascension, des choses comme ça. Non, ce ne sont pas toutes les femmes. Chacun a ses réalités. Elles ont également, d'autres, une satisfaction sincère d'être une mère au foyer. Mais Madame Oakley insiste sur une chose fondamentale dans son ouvrage. Le problème apparaît lorsqu'un rôle devient obligatoire, exclusif et sans alternative réelle. C'est un peu ça. Et voilà pourquoi je me suis permis de faire aussi ce podcast. C'est qu'on exige aux femmes de devenir mère au foyer ou bien on exige aux femmes d'être salariées. Non, il y a des femmes qui sont faites pour être entrepreneurs, pas pour travailler pour quelqu'un ou avoir une profession libérale. Et il y a d'autres femmes qui sont pas faites pour être des entrepreneurs ou je veux dire entrepreneurs ou profession libérale, elles sont faites pour aller travailler donc pour quelqu'un parce que voilà, elles préfèrent rendre des comptes. Voilà. Ça fait partie de leur archétype. Tout comme il y a des femmes qui ne répondent ni au fait d'avoir une profession libérale ou entrepreneur, ni le fait d'être salariée, pour elles, c'est mieux pour elles de rester à la maison. C'est comme ça. Même si on se pose toujours la question, une fois que les enfants seront grands, vous allez faire quoi? Ça, c'est une question que toutes ces femmes-là qui se retrouvent dans ça, elles devront y répondre. Peut-être commencer une activité, trouver un loisir, trouver quelque chose à faire. Alors oui, mais rester comme ça à la maison, ceci, voilà, vous allez vous ennuyer à un moment donné. Voilà. Donc, c'était ça un peu le problème, c'est que on obligeait les femmes d'être des mères au foyer. Une neurodivergente qui a besoin de faire plein de choses, se sentir enfermée, ça va être écrasant pour elle. Parce que toutes les femmes, je vous ai dit, ne sont pas faites pour être des mères au foyer. Mais on vous donne cette injonction de devenir des mères au foyer. Et ça doit être quelque chose d'exclusif et sans alternative. Donc, vous pouvez pas être mère au foyer en même temps, avoir une petite entreprise que vous tournez, etc., des choses à côté, des études ou quoi. Non, vous devez absolument être que ça. Donc, c'est votre foyer, vos enfants, le ménage à faire. Donc, vous voyez pourquoi la question centrale est celle plutôt du choix. Et voilà pourquoi son étude est vraiment intéressante à aborder. Mais également, le choix. Est-ce que vous choisissez d'être une mère au foyer? L'autonomie, est-ce que vous êtes toujours une femme autonome ou ça devient une dépendance anxiogène? Et également, est-ce qu'on reconnaît ce que vous faites? Voilà pourquoi je vous ai dit qu'en tant que mère au foyer, il faut être fière d'être une mère au foyer. Donc je vais donc clore ce long enseignement. Les travaux de Madame Oakley, ça a profondément changé la compréhension sociologique du foyer et de la condition des femmes mariées dans les années 70. Ils ont montré que derrière l'image idéalisée de la parfaite femme au foyer se trouvait souvent un travail invisible, une dépendance économique, une fatigue psychologique, une solitude silencieuse, une dévalorisation symbolique et parfois même un effacement progressif de l'identité personnelle. Alors, son immense contribution fut de révéler que les difficultés vécues par de nombreuses femmes n'étaient pas simplement des problèmes individuels ou voire même émotionnels, mais c'était les conséquences d'une organisation sociale entière qui était fondée sur une répartition inégale du travail, du pouvoir et de la reconnaissance. Et c'est précisément cela que la sociologie cherche à faire, montrer comment les structures invisibles façonnent profondément les vies intimes. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une opinion, c'est une lecture. Vous pouvez la rejeter, vous pouvez la digérer, vous pouvez commencer à regarder les gens autrement, dans ce qu'ils évitent, dans ce qu'ils répètent et dans ce qu'ils ne disent jamais. Rappelez-vous, la majorité des conflits viennent d'une incompréhension des règles implicites, pas d'un manque de bonnes intentions. Si cet épisode vous a dérangé, c'est qu'il a touché juste. Si vous vous êtes reconnu, c'est que vous êtes déjà en train d'évoluer. Nous continuerons à analyser, décoder, disséquer, non pas pour juger, mais pour ne plus être dupe. À très bientôt pour un nouvel épisode où la lucidité reste votre meilleur avantage.